Le journal de 6h30, Maël Hassani, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Une autopsie doit être réalisée aujourd'hui sur le corps de Raphaël Graven, surnommé Jean Portmanov. Cette figure du streaming français est décédée dans son sommeil dans la nuit de dimanche à lundi. Un décès diffusé en direct sur la plateforme australienne Kick.com. Drame qui pose de nombreuses questions alors que ce vidéaste subissait depuis des mois sévices et humiliations sous les yeux de centaines de milliers d'abonnés. Et dans cette affaire, Jean-Baptiste Marty, l'Arcom semble avoir failli. Oui, car en plus de son statut de gendarme de l'audiovisuel, l'Arcom est aussi le régulateur des plateformes numériques depuis début 2022. Elle a donc le pouvoir de saisir la justice pour bloquer ou interdire certains sites ou plateformes en France. Donc ça pouvait être le cas pour cette plateforme australienne Kick, et l'Arcom ne peut pas dire ne pas avoir été averti de la situation. En décembre 2024, un article sur ces violences commises en ligne est publié par un média d'investigation. La police judiciaire ouvre par la suite une enquête. En février dernier, le gendarme de l'audiovisuel est même saisi par la Ligue des droits de l'homme pour les mêmes faits, mais aucune sanction n'est prise. L'Arcom, de son côté, se justifie et explique qu'elle n'a pas trouvé d'interlocuteur de représentation légale de la plateforme dans l'Union européenne. Quoi qu'il en soit, l'instance aurait dû exiger, en vertu du règlement sur les services numériques, d'être mise en relation avec un dirigeant de la plateforme et de prendre des mesures en attendant cela, chose qu'elle n'a donc jamais faite. Jean-Baptiste Marty, et hier soir, l'Arcom promettait d'entrer en contact dans les prochains jours avec la plateforme australienne Kick.com. Jusqu'ici, le gendarme de l'audiovisuel n'avait pas pu identifier de représentant légal du site en Europe. Et peut-être avez-vous découvert avec stupeur, à l'occasion de ce drame, l'existence de contenus si dégradants sur les plateformes de streaming. Avant son décès, Jean Portmanov, surnommé JP, était en effet moqué, humilié, violenté en direct par deux de ses acolytes, rémunérés pour cela. 500 000 personnes étaient abonnées au streamer sur différentes plateformes. Alors pourquoi des contenus si violents sont-ils plébiscités par les plus jeunes? Mathis Lang a posé la question pour Europe 1. Valentin, 22 ans, fait partie des milliers de personnes qui regardaient les directs dans lesquels JP, le streamer décédé, apparaissait. Au tout début, c'était pour son personnage, ses réactions souvent imprévisibles et drôles. Mais très vite, les violences à l'encontre du streamer se multiplient. Pourtant, le jeune homme continue de regarder ses vidéos. Les combats de bots, quand il se frappait, les jeux de claques, sans aller jusqu'à l'humilier, j'étais bien conscient. J'étais là chaque soir devant les lives. Valentin estime que les internautes ont une part de responsabilité en ayant regardé, voire encouragé les sévices. Jean-Paul Santoro, psychologue clinicien spécialisé dans les usages numériques, explique ces comportements par une forme de voyeurisme. Ça choque, mais ça attire en même temps, en fait. Il y a l'idée d'assister à quelque chose qui est interdit et éventuellement avec une certaine distanciation. Il y a un mécanisme là-dedans de déshumanisation, c'est-à-dire que la personne de l'autre côté de l'écran n'est plus perçue comme un humain, mais comme un objet. On regarde le corps souffrir comme on regarderait finalement une fiction. Une distinction réalité-fiction difficile à faire, surtout pour la jeune génération, d'où l'intérêt, selon le psychologue, de renforcer l'éducation aux médias dès le plus jeune âge. Mathis Lang. 2 passagers d'une voiture sont décédés hier en fin d'après-midi suite à un éboulement sur la route nationale 205 entre Chamonix et Passy en Haute-Savoie. Les 2 victimes sont âgées d'une vingtaine d'années. Il s'agit du fils du couple qui se trouvait à l'avant du véhicule et de sa petite amie. Cette famille originaire de la Somme était en vacances dans la région. La garde à vue pourrait durer jusqu'à 96 heures. Un homme né en Algérie, entendu depuis hier matin dans le cadre de l'enquête pour meurtre, ouverte suite à la découverte de 4 corps dans la Seine la semaine dernière à Choisy-le-Roi près de Paris. Des corps repérés par un passager du RERC. Seul l'un d'entre eux a pu être identifié. Il appartient à un homme d'une quarantaine d'années tué par strangulation. Une enquête ouverte pour dégradation de biens en raison de la religion par le parquet de Thonon-les-Bains suite à la découverte de tags Free Palestine sur plusieurs voitures appartenant à des vacanciers de confession juive dans la station de Châtel en Haute-Savoie. Des mots inscrits à la peinture orange. Pour le CRIF, cela s'inscrit, je cite, dans une stratégie banalisée, utiliser le combat pour la cause palestinienne pour s'en prendre à des juifs parce qu'ils sont juifs. Un antisémitisme alimenté selon Israël par la reconnaissance à venir par la France de l'existence d'un État palestinien. Des accusations lancées par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou dans un courrier adressé au président de la République en début de semaine. Un épisode qui dégrade un peu plus les relations franco-israéliennes. Alexis de la Fontaine, l'Élysée promet de ne pas laisser ses déclarations incendiaires sans réponse. Oui, Emmanuel Macron dénonce des accusations erronées et abjectes de la part du Premier ministre israélien. L'Élysée promet de ne pas en rester là et rappelle, je cite, « La République protège toujours ses compatriotes de confession juive. La période exige gravité et responsabilité, pas des amalgames et de la manipulation. » Fin de citation. Le
Le chef de l'État riposte également en accusant Benjamin Netanyahou d'aller au désastre avec son offensive militaire sur Gaza. Rarement, les relations entre Paris et Tel Aviv n'ont été aussi mauvaises. Pour preuve, Israël menace de fermer le consulat français à Jérusalem, ce qui serait une première. Il faut dire que Benjamin Netanyahou appuie là où ça fait mal pour Emmanuel Macron, l'explosion de l'antisémitisme en France. Dans sa lettre, le Premier ministre israélien va même jusqu'à lister les agressions antisémites des dernières semaines, accusant le gouvernement de ne rien faire contre ce fléau. Avec cette stratégie, il espère qu'Emmanuel Macron renoncera à reconnaître l'État de Palestine, analyse un diplomate. Le bras de fer diplomatique ne fait donc que commencer. Alexis de la Fontaine est dans l'enclave palestinienne. L'armée israélienne entame des opérations préliminaires pour la prise de contrôle de la ville de Gaza. Une nouvelle phase de la guerre après 22 mois de combat pour laquelle 60 000 réservistes sont rappelés par l'État hébreu. Le Hamas, qui aurait accepté en début de semaine un projet de cessez-le-feu, dénonce un mépris flagrant pour les efforts de médiation en vue d'un règlement du conflit. Les discussions sur les garanties de sécurité à apporter à l'Ukraine sans prendre en compte la position de la Russie ne mèneraient nulle part. Déclaration hier du chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, alors que les Occidentaux multiplient les réunions sur les différentes options pour garantir le respect d'un potentiel cessez-le-feu entre Moscou et Kiev. Concernant la rencontre annoncée entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, elle devrait être préparée avec le plus grand soin, prévient Sergueï Lavrov. Europe 1, il est 6h36. Si vous souhaitez pratiquer un sport à partir de la rentrée, vous serez sûrement contraint d'aller voir un médecin pour demander un certificat médical. Dans certains cas, cela semble nécessaire, mais dans d'autres cas, l'intérêt apparaît plus relatif, comme pour des inscriptions à la pétanque ou à la marche à pied. Le Collège de la médecine générale évalue à 2 millions le nombre de consultations inutiles de ce type. Pour Europe 1, Guillaume Dreschler a pu rencontrer un généraliste charentais qui fait part de son ras-le-bol à l'approche de la rentrée. Lorsque le docteur Louis-Adrien Delarue a vu le certificat arriver sous les yeux, je remplis le certificat de manière blasée et je rajoute un mot en disant que ce certificat n'a pas d'intérêt sur le plan de la santé publique puisque nous sommes des bipèdes depuis la nuit des temps. Le praticien charentais n'est pas le seul à être désabusé face à ces attestations. Le Collège de la médecine générale a haussé le ton. Au mois d'août, au mois de septembre, au mois d'octobre, nos agendas se remplissent de demandes de certificats alors qu'on a des gens à suivre pour leur cancer, pour leur diabète, pour leur infarctus, pour dépister des mélanomes, etc. Dans un moment où les délais s'allongent pour les prises de rendez-vous, donc c'est pas pour voir les certificats pour les échecs, la pétanque ou la randonnée pédestre. Depuis mars 2022, la législation du Code du sport a évolué. Les fédérations ne sont plus obligées de demander des certificats, mais certaines l'exigent encore. Mais le très peu devient insupportable dans un moment où maintenant on donne des rendez-vous à 1 mois, 2 mois aux gens et que les urgences, on a du mal à les caser dans nos consultations. Donc le moindre certificat qui apparaît comme ça, alors que la loi en plus permet aux fédérations françaises de randonnée de remplir directement les autoquestionnaires de santé sans passer par la case médecin, on se dit soit ils connaissent pas la loi, soit ils exigent pour exiger et c'est pas supportable, quoi. Selon le Collège de la médecine générale, 2 millions de consultations chez le généraliste pourraient être évitées. Guillaume Dreschler, 5 départements restent en vigilance orange, pluie, inondation jusqu'à midi. Le Doubs, le Haut-Rhin, la Haute-Saône, les Vosges et le territoire de Belfort. Une goutte froide s'est installée sur le pays après plusieurs jours de forte chaleur. À Chartres, il est tombé l'équivalent de plus de 2 mois de précipitations à l'espace de 12 heures. C'est du jamais vu en Eure-et-Loire. Des centaines d'automobilistes sont même restés bloqués hier sur l'autoroute A11 à cause des inondations sur la route. C'est peut-être votre plaisir le matin ou le soir en vous couchant un produit chocolaté pour la journée. Et si c'est le cas, voici une mauvaise nouvelle. Le chocolat, et particulièrement le chocolat noir, contient beaucoup trop de cadmium. C'est un métal lourd toxique naturellement présent dans les sols. L'UFC Que Choisir lance l'alerte ce matin car le cadmium présente des risques pour la santé. Aurélien Fleureau. Le cadmium est présent dans presque tous les aliments. Le pain, les pâtes, le riz. Il est particulièrement concentré dans le chocolat noir, mais aussi dans tous les aliments qui contiennent du chocolat, explique Elsa Abdoun, journaliste au magazine Que Choisir. Ça va être les viennoiseries, les céréales, les biscuits, le chocolat chaud. Tout ça, on l'a calculé à Que Choisir. On a fait des analyses sur divers produits. On a regardé ce que ça pouvait représenter dans une journée. Pour le pire produit de notre sélection, le plus contaminé qu'on ait trouvé, une tablette de chocolat noir, 2 carrés, suffisait chez un enfant de 10 ans, de 30 kilos en moyenne, à atteindre 87% de la dose reconnue comme à risque par les experts. Et c'est particulièrement vrai pour le chocolat qui vient d'Amérique latine où les sols volcaniques contiennent naturellement beaucoup de cadmium. Une récente étude de Santé publique France avait démontré que plus de la moitié des Français sont contaminés à des niveaux excessifs avec parfois des risques pour la santé.
Problème de rein, ostéoporose ainsi qu'une forte suspicion quant à l'augmentation de cas de cancer du pancréas. Les explications d'Aurélien Fleureau. C'est la question que tout Marseille se pose ce matin. Mais que s'est-il passé dans le vestiaire de l'OM à Rennes vendredi dernier ? Une vive altercation a éclaté entre deux joueurs, l'international français Adrien Rabiot et l'anglais Jonathan Rowe. Les deux hommes en sont même venus aux mains. Depuis, ils ont été mis à l'écart du groupe et placés sur la liste des transferts. Et Alexis Bourdon, face à l'ampleur de l'incident, le président de l'OM est sorti du silence hier. Oui, dans sa prise de parole, Pablo Longoria utilise des mots forts pour évoquer cette bagarre entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe survenue dans le vestiaire olympien vendredi dernier. Le président de l'OM parle d'un événement d'une violence extrême. Dans un entretien accordé à l'AFP, le patron de l'OM justifie sa décision de se séparer de ces deux joueurs, une décision dans l'intérêt du club. Le club, c'est une victime. Il n'est pas content de devoir prendre ce type de décision avec des joueurs qui sont très performant, prendre ce type de décision pour le club, tu es obligé pour quelque chose qui a dépassé les limites de l'admissible. Du côté des supporters, après un recrutement alléchant et une préparation pleine de promesses, cette affaire témoigne de l'instabilité chronique du club. Nicolas, animateur de la chaîne YouTube La Passion Phocéenne. La situation actuelle, elle reflète totalement l'Olympique de Marseille. Même quand tout va bien, même quand on s'attend à passer une saison sans encombre, il y a un petit grain de sable qui fout tout en l'air. Il reste désormais 10 jours à l'OM pour trouver un point de chute à ces deux indésirables et pour choisir leur remplaçant. Alexis Bourdon. Merci Maël Hassani, 6h41.